Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, le plastique recyclé, la zone critère londonienne, à 200 sur l'autoroute et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Ça roule Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Alors que les ressources naturelles s'épuisent, la plupart des constructeurs renâclent à utiliser des plastiques recyclés. Bruxelles devrait sévir l'an prochain en imposant une part de ces matières dans les nouvelles voitures. Mais le recyclé reste plus coûteux que le neuf. Dacia l'a fait savoir mi-septembre, l'objectif est que 20% du plastique présent dans la nouvelle génération du Duster provienne de la filière recyclage, sachant que la proportion dans la génération actuelle est de 12% selon la marque. Si ce genre d'assertion peut sonner comme une énième initiative de greenwashing de la part du constructeur, il n'en est rien pour le coup. Renault, comme les autres fabricants, va simplement devoir respecter la réglementation. Au printemps 2023 sortira une nouvelle proposition de directive qui encadre la fin de vie des véhicules. Parmi les multiples dispositions de ce nouveau texte, il devrait figurer un taux d'incorporation minimum de plastique recyclé au sein des véhicules neufs. Mystère à ce jour, mais quel qu'il soit, il semble déjà ne pas convenir à l'Association européenne des constructeurs automobiles, ACEA. Les plastiques recyclés peuvent être employés comme substitut uniquement si le recycleur est en mesure de garantir que le matériel a exactement les mêmes propriétés techniques et de qualité qu'un matériau vierge. De plus, la fourniture en plastique recyclé doit être garantie durant toute la phase de production du véhicule de manière à éviter toute interruption. Il n'y aurait donc pas assez de plastique à recycler en Europe au goût des constructeurs? Un argument quasiment fallacieux. Que ce soit dans l'automobile ou l'emballage, il y a une montagne de plastique qui n'est pas recyclé et qui part en décharge ou en incinération. Dire qu'il n'y a pas assez de gisements n'est pas vrai, en revanche il y a une partie de gisement qui est exploitable, annonce Jean-Denis Kurt, le responsable du pôle économique circulaire de Renault. Restreinte au centre de Londres à son introduction en 2019, la zone ULEZ, Ultra Low Emission Zone, avait déjà été considérablement élargie en 2021. Le maire de Londres a annoncé vendredi l'étendre à partir du 29 août 2023 à tout le Grand Londres où vivent 9 millions de personnes. En pleine crise du coût de la vie, introduire une nouvelle taxe a été une des décisions les plus difficiles que j'ai pu prendre, a-t-il commenté, mais la pollution de l'air rend les Londoniens malades, du berceau à la tombe. En parallèle, Sadiq Khan a annoncé jeudi son intention de maintenir Londres à l'avant-garde de la révolution des voitures électriques en ajoutant 100 points de recharge ultra rapide à travers la ville. Ils permettent de complètement recharger une batterie en 20-30 minutes. Selon la municipalité, la capitale compte plus de 11 000 points de recharge, soit 1 pour 4 véhicules électriques immatriculés à Londres. La ville prévoit aussi la création de 4 500 emplois liés au développement de l'électrique. Cette extension est une bonne nouvelle pour la santé de tous les Londoniens. La pollution de l'air affecte les enfants avant même leur naissance et leur cause des problèmes de santé tout au long de leur vie, a réagi sur Twitter l'association Mums for Lungs. Les habitants des zones concernées votent majoritairement contre cette extension. La société TfL, qui gère plusieurs services de transport à Londres, a réalisé une consultation auprès de plus de 57 000 personnes, dont 12 000 militants pour ou contre l'extension de la zone ULEZ. 59% des interrogés étaient opposés à son extension et même 70% de celles vivant dans les zones du Grand Londres concernées par le projet. Sadiq Khan a brisé sa promesse d'écouter les Londoniens, a réagi sur Twitter le groupe d'élus conservateurs à l'Assemblée locale de Londres. Cette annonce sera un coup de marteau pour les conducteurs et entreprises désespérées qui font déjà face à une augmentation écrasante des prix de carburant, a aussi protesté l'association d'usagers de la route. Actuellement, les conducteurs de voitures à essence généralement fabriquées avant 2006 et de véhicules diesel généralement fabriqués avant 2015 doivent débourser par jour 14,80€ pour entrer dans la zone ULEZ. Pour les camions et les cars, il faut payer 116€ par jour. Et les taxis sont exemptés. Outre cette taxe, une congestion charge. Un péage urbain de 15 livres par jour s'applique dans l'ultra-centre à tous les véhicules, afin de réduire le trafic. Selon un rapport de 2019, la pollution de l'air a été à l'origine de 1000 hospitalisations par an à Londres entre 2014 et 2016. En Suisse, un automobiliste s'est fait arrêter à plus de 200 km/h sur l'autoroute. Quelle surprise des forces de l'ordre lorsqu'ils ont découvert que le conducteur avait une petite particularité. Il y a quelques jours en Suisse, dans le canton de Zurich, un conducteur a été arrêté par les forces de l'ordre après avoir été contrôlé à la vitesse de 213 km/h. La vitesse étant limitée à 120 km/h à cet endroit sur l'autoroute A1, cela fait un excès de vitesse de 93 km/h. Voilà qui fait déjà un sacré motif pour procéder à une interpellation. Mais le plus choquant pour les forces de l'ordre n'est pas encore arrivé. Au moment de l'interpellation, ils se sont rendus compte que le conducteur n'avait en fait que 14 ans. Ce jeune Italien de 14 ans déclarait avoir emprunté la voiture de son père pour aller faire un tour avec. Après avoir tracé sur l'autoroute direction l'Autriche, il fait demi-tour et accélère avant de se faire flasher à 213 km/h par un radar. Sa petite virée dynamique va lui coûter cher, il passera devant le tribunal et risque jusqu'à 10 jours de travaux d'intérêt généraux. S'il y a bien un terme que l'on entend tous les jours ou presque, c'est celui de SUV. Que ce soit pour fustiger leur poids, leur allure imposante, on parle tout le temps de ces fameux SUV. Mais au final, est-ce que l'on sait vraiment ce que c'est un SUV? Sport Utility Vehicle. Non, le SUV n'est pas un véhicule sportif.
Le sport dans l'acronyme veut dire que ce véhicule est utile pour la pratique du sport, donc pour ranger une planche de surf ou un vélo. Une fois que l'on sait ça, cela élimine plein de véhicules qui au final ne permettent pas vraiment de mettre ne serait-ce qu'un vélo dans le coffre, même banquette rabattue. C'est le cas de tous ces pseudo-coupés ou ces SUV urbains au coffre pratique pour mettre des sacs de course, mais rien de plus. En Europe, les SUV ont longtemps été boudés. Il y avait bien le Land Rover par exemple qui faisait des véhicules pouvant correspondre à cette définition, mais il faut attendre le RAV4, premier du nom, puis le Nissan Qashqai pour voir le terme SUV apparaître réellement et voir tous les constructeurs emboîter le pas de Nissan. Le constructeur nippon part plus volontiers de crossover avant que la généralisation médiatique ne retienne que le SUV. Pourtant, nos SUV n'en sont pas du tout. En fait, les constructeurs produisent plutôt des CUV alias Crossover Utility Vehicle. Des véhicules à la croisée de plusieurs silhouettes. C'est d'ailleurs pour cela que sous le terme SUV, on vend tout et n'importe quoi. La plupart des SUV vendus en Europe et qui fonctionnent très bien commercialement sont plus des CUV. En fait, les vrais SUV existent encore. Chez Jeep, le précurseur par exemple, souvent ce sont des anciens 4x4 purs et durs qui se sont embourgeoisés comme chez Land Rover ou autres. Est-ce une question de taille? Non. Par exemple, le Suzuki Jimny en France n'est plus vendu qu'avec 2 fauteuils à l'avant et un grand coffre utilitaire à l'arrière. De quoi mettre le matériel de sport et aller loin des routes bitumées, l'essence du SUV. En résumé, les SUV ne sont pas des SUV mais un mélange de crossover. Le vrai SUV doit avoir une capacité à embarquer du matériel pour la pratique sportive et permettre d'aller sur les chemins. Pas forcément 4x4 ni même franchisseur, le SUV doit avoir suffisamment de garde au sol pour ne pas frotter dans le premier chemin venu. La semaine dernière, on vous a demandé si vous seriez favorable à un contrôle du permis de conduire tous les 5 ans. Et donc la question de la semaine, pensez-vous acheter un véhicule électrique ou au moins hybride dans les 5 ans? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les astuces de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.